Les sociopathes. De France Télécom à Macron. Note de blog de Frédéric Lordon, datée du 31 mai 2019. Concédons d'emblée que la catégorie de sociopathe n'est sans doute pas ce qu'on fait de mieux en la matière. Ici, du moins, à condition de lui donner ce qu'il faut de prolongement, elle suffira amplement pour ce qu'il s'agira de faire entendre. Le plus grand mérite du procès France Télécom, c'est de nous faire passer des abstractions aux réalités sensibles, avec au surplus un effet de récapitulation qui laisse abasourdi. Les prévenus sont là, et ils s'expliquent. À les écouter, on se demande presque si ça n'est pas pire encore que la commission des faits même. Sociopathe désigne cette catégorie d'individus étrangers à toute régulation de la moralité élémentaire et parfaitement insensibles à la souffrance d'autrui. On pourrait même dire à l'humanité des hommes. Lombard, Vénès, Barbero, respectivement président, directeur général et DRH de France Télécom au moment des faits, ce sont des sociopathes. D'humanité, ou plutôt de sa disparition, il est question dans le témoignage du médecin du travail qui a eu à connaître de France Télécom, et parle d'une violence insoutenable, une inhumanité qu'elle n'aurait jamais imaginée dans cette entreprise. Témoignage de Monique Fraisse-Giuglini, cité dans Quand France Télécom se débarrassait des fruits trop mûrs ou pourris. Article de Dan Israël dans Mediapart le 21 mai 2019. De la manière dont les dirigeants de France Télécom discouraient à l'époque, nous savons à peu près tout. Les départs qui se feront par la porte ou par la fenêtre. La fin de la pêche aux moules. La mode des suicides. La crise médiatique. Et même, m'a-t-on découvert récemment, l'effet Werther. Sous d'aube pour pensée managériale à base de fausses sciences, l'effet truc-muche, et de rehaussement culturel en toc. Nous sommes des humanistes tout de même, qui élaborent à partir de la vague de suicides mimétiques qu'auraient occasionné les souffrances du jeune Werther. Entendre, les suicidés se sont beaucoup émulés les uns les autres, qui pouvons-nous donc ? Les hommes comme des choses. Qui pouvons-nous ? C'est à l'évidence la ligne de défense des prévenus, qui dit tout du type humain auquel nous avons affaire en leur personne. Précisément, des sociopathes. Sans la crise médiatique, très regrettable en termes de communication, ou les réactions exagérément sensibles de syndicalistes, d'inspecteurs et de médecins du travail, on ne serait pas loin de leur prêter l'idée qu'après tout, un nombre suffisant de salariés mettant fin à leur jour, c'était une manière comme une autre d'atteindre les objectifs, puisque dans ce monde qui est le leur, c'est la chose qui compte avant tout autre, que les objectifs soient atteints. Chez ces prévenus d'époque, les propos, le système de défense, les auto-justifications, mis en regard des témoignages de leurs victimes ou des proches de leurs victimes, tout est d'une stupéfiante obscénité. On sait bien qu'il est parfaitement trivial de dire que les capitalistes d'aujourd'hui considèrent les hommes comme des choses, mais c'est une trivialité qui se détrivialise instantanément rapportée à des faits comme ceux de France Télécom. La chosification, l'objectalisation des hommes, c'est cela le propre du sociopathique. Et, se trouve-t-il, c'est le propre du capitalisme. Kant pourtant nous avait mis en garde en enjoignant chacun de nous d'agir
de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais comme un moyen. C'est sans doute que ce propre du sociopathique, se servir des autres comme de choses, se trouvait déjà inscrit dans les schèmes fondamentaux de la rationalité instrumentale, celle qui agence des moyens à des fins et nature de la nature des moyens. À tout le moins, le capitalisme néolibéral armé de rationalité économique lui a-t-il donné une extension inouïe. Ressources humaines, et tout est dit. Le plus frappant et le plus caractéristique dans le procès France Télécom, c'est que les prévenus, à l'évidence, ne comprennent absolument pas ce qui leur est reproché, ou plus exactement, parviennent sans cesse à le ramener à un système de justification admissible, au simple respect de la nécessité économique, sans doute regrettable à certains égards, mais qui, enfin, s'impose, et dont ils ne sont, à la limite, que les desservants quasi mécaniques. Un système qui broie les individus jusqu'à la mort, opéré par d'autres individus qui se prévalent d'un commandement supérieur, ici la loi du marché, déniant toute responsabilité, hermétique à tout sentiment de culpabilité, c'est une configuration qui nous rappelle des choses. Mais Adorno et Horkheimer avaient déjà eu une ou deux idées à ce propos. Dans la dialectique de la raison, Adorno et Horkheimer isolent le schème le plus fondamental de la rationalité instrumentale, comme cela même dont l'opération hors de contrôle a conduit le processus des Lumières, a priori émancipatrice, à se retourner en son exact contraire, comme puissance d'oppression ou de destruction totalitaire. La panne de compréhension des dirigeants de France Télécom est le symptôme qui dit la vérité du capitalisme. Le capitalisme traite communément les hommes comme des choses. Or, nous sommes des capitalistes, donc nous traitons les hommes comme des choses. Et puisqu'il est admis que nous sommes en capitalisme, qu'est-ce qu'on pourrait bien nous reprocher? Qu'y a-t-il de mal à cela? Voilà sur quoi bute l'entendement de Lombard et Vénès, la chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Que des individus meurent, c'est l'équivalent d'objets qu'on déclasse, qu'on jette. Où est le problème? Voilà comment pensent des sociopathes. Les structures sociales de la sociopathie managériale. Des récits qui nous sont faits des premières journées d'audience, il ressort que la comparution des accusés ne fait pas entendre le moindre regret sérieux, le moindre retour sur soi et ses actes, la moindre empathie pour les parties civiles, ni le moindre effort d'en rabattre d'un mélange d'arrogance, de certitude de soi et de déni qui, en toute autre matière, se jouerait aux assises avec peine de sûreté. À ce moment vient inévitablement la pensée à laquelle, bien sûr, il ne faudrait céder pour rien au monde. Des hommes qui dénient à ce point la qualité d'homme aux autres hommes, sont-ils eux-mêmes des hommes? Hélas, la réponse est oui. Car l'histoire enseigne assez tout ce en quoi elle est capable de transformer les hommes, tout ce qu'il lui est possible d'en faire et de leur faire faire. L'histoire, c'est-à-dire à chaque fois des structures sociales particulières. C'est qu'on aurait tort de ne voir dans le box France Télécom que des cas psychopathologiques, où s'arrêtera au mieux le commentaire de l'humanisme médiatique. Des monstres, mais sans conséquence. Or, Lombard, Vénès, Barbero, ce sont des types, entendre, des sociopathes, mais d'époque, des sociopathes de la sociopathie néolibérale. Car les structures sociales, néolibérales donc, s'expriment dans les psychés et produisent leur type d'homme. Le propre des structures du néolibéralisme, c'est d'avoir aboli toute restriction au mouvement stratégique du capital, d'avoir levé toute limite à ses menées. Comment ce propre des structures sociales du capitalisme néolibéral ne se convertirait-il pas en propre des capitalistes néolibéraux? Quand la finance est déréglementée et impose le règne des actionnaires internationaux,
Quand la concurrence, cœur de la construction européenne et promue mondialement par l'OMC, promet de faire jouer le chantage à la compétitivité par les miséreux, quand les délocalisations ne sont plus entravées par rien, quand le droit du travail rapproche tendanciellement le statut du travail de celui de la liquidité financière, c'est-à-dire fait des salariés des choses dont on peut se dégager aussi facilement que d'actifs boursiers. Bref, quand le capital a pris ce genre d'aise, quand il a pris le pli de pouvoir faire ce qu'il veut, parce que plus aucune régulation, plus aucune règle ne le retient dans ses mouvements, comment la psyché des capitalistes n'exprimerait-elle pas à son tour cette nouvelle disposition, cette nouvelle habitude que plus rien ne fasse obstacle? Refaits par les structures, les hommes sont à l'image des structures. Déchaînés si les structures sont déchaînantes, tout permis si les structures permettent tout. Alors le poison des structures imbibe de plus en plus profondément les strates sociales de l'entreprise, pourrit des têtes de plus en plus nombreuses, sans doute en ajoutant, à mesure qu'on descend dans la hiérarchie, la peur à la jouissance violente. C'est que le merveilleux idéal de la concurrence généralisée charge le travail d'enjeux de vie ou de mort sociale. Toute l'organisation est mise sous tension par l'impératif de la valeur pour l'actionnaire, dans un contexte de concurrence externe suraiguë, et toute l'organisation sait, dans ces conditions, que le jeu du profit se jouera à la productivité, donc à la réduction de la masse salariale. Par conséquent, que la guerre concurrentielle externe va se réfracter au sein de l'organisation en guerre concurrentielle interne. Quand chacun lutte pour sa propre survie, il n'y a pas à s'étonner que la plus extrême violence se répande partout. Réduire les individus à devoir lutter pour leurs intérêts vitaux, c'est organiser leur devenir sociopathe. Plus rien ne les intéresse que leur autoconservation, dont les autres deviendront, s'il le faut, le simple moyen. Les objectifs sont pour les individus la manière dont la guerre leur tombe dessus, ce à quoi ils se trouvent mis en demeure d'accrocher leur survie. Pour les objectifs, ils se feront donc capots. Ce qui est frappant dans le cas France Télécom, mais qu'on retrouverait à l'identique dans toutes les entreprises du même type, c'est avec combien peu de pertes en ligne les impulsions sociopathiques venues du sommet descendent le long de la hiérarchie et sont relayées par les couches intermédiaires. À la violence commandée par le haut, cependant, beaucoup ajoutent la peur. Peur que le défaut à exercer la violence les expose à devenir, à leur tour, les prochaines victimes de la violence. Mais aussi, pour ceux chez qui l'entreprise néolibérale n'a pas détruit tous les cadres moraux, une terrible souffrance de se voir faire ce qu'ils sont enjoints de faire. Du privé au public, extension du domaine de la sociopathie. On peut avoir bien des désaccords philosophiques avec Agamben, mais s'il y a un point où il a vu profondément juste, c'est avec sa théorie du camp et de l'état d'exception. France Télécom, c'était un camp. Tout y était devenu possible. Il suffit d'en lire les récits pour s'en convaincre. Et de nouveau, une violence insoutenable, une inhumanité que je n'aurais jamais imaginée dans cette entreprise, dixit Monique Fraisse-Ciuglini, médecin du travail. Mais l'on aurait grand tort de s'abriter derrière l'imparfait des récits et la supposée particularité du cas pour se rassurer. Les structures, dont France Télécom a été une réalisation exemplaire, sont d'une très grande généralité. Elles sont toujours en place, toujours actives, plus que jamais même. Elles n'en finissent pas de produire du France Télécom à intensité et à visibilité variable. On connaît les noms des futurs France Télécom. SNCF, La Poste, comme tout ce qui est au contact des déréglementations européennes, c'est-à-dire de ce qui détruit les enclaves publiques où l'on était préservé soit de la tyrannie actionnariale, soit de la tyrannie concurrentielle. Et c'est la brutalité de ce désenclavement, de la conversion radicale imposée aux agents, qui produit la violence du traumatisme. Car dans toutes les entreprises du secteur privé, Technip,
La violence managériale est devenue ordinaire d'être entrée dans les mœurs depuis longtemps. Pas nécessairement active en continu, mais prête à ressurgir dès qu'il y aura crise et restructuration. Ainsi, la caractéristique qui, très au-delà du cas France Télécom, atteste le mieux la généralité des structures néolibérales, c'est qu'elles étendent désormais leur pouvoir d'empoisonnement à l'univers public. C'est que la logique normalisatrice de la finance, le vrai pouvoir hégémonique dans le néolibéralisme, est parvenue à infester tous les recoins de la vie économique. Quand ça n'est pas sous la forme actionnariale, c'est sous la forme de l'orthodoxie budgétaire et de la dette, c'est-à-dire encore sous surveillance des marchés, mais cette fois des marchés obligataires. Aussi le secteur public ne s'en retrouve-t-il pas moins sous une férule semblable, d'ailleurs opportunément rebaptisée néo-management public, déclinant avec la même ferveur imbécile les motifs d'abord conçus à l'usage du secteur privé sous contrôle actionnarial. Objectifs, productivité, benchmarking, rating, monitoring, reporting. En conséquence, c'est dans les hôpitaux qu'on se jette par la fenêtre. Sans doute bientôt dans les collèges. Mais alors, pourquoi ne jugerait-on pas les individus qui auront installé ce règne, ceux qui auront trôné pendant les défenestrations? Et puisqu'on juge bien Lombard et ses séides, qui massacre l'école en ce moment? Qui massacre la PHP? En cherchant bien, on devrait pouvoir trouver des noms. Pas que là d'ailleurs. Ne se sera-t-il pas trouvé des individus suffisamment détraqués pour adapter à la purge d'entreprise la fameuse courbe de deuil, avec ce tour vicieux supplémentaire qu'il s'agit de manipuler les individus pour leur faire admettre non pas la mort d'un proche, mais la leur propre, si elle est sociale? Voilà les trésors cachés de la psychologie managériale, telle qu'elle s'élabore dans les labos fous des consultants en DRH, voire qu'elle s'enseigne dans les business schools. Ultime dévoiement des expérimentations sur l'homme. À France Télécom, de nouveau, on a expérimenté sur l'homme. On pense à ça, on lit les récits, et forcément on a honte. Honte d'avoir eu un forfait France Télécom, honte d'avoir un forfait Orange. Mais c'est une honte vieille comme le quai de Vigan d'Orwell, qui déjà avait honte d'être éclairé et chauffé chez lui, parce qu'il avait vu le travail dans les mines, et qu'il savait donc quelle était la contrepartie de souffrance, la contrepartie de vie détruite à son confort domestique. Rendu à ce point, il n'y a qu'une alternative. Soit, par impossible cohérence, renoncer à tout, impossible puisque le capitalisme nous prend en otage pour le tout de notre vie matérielle et que nous n'en finirons pas de nous dépouiller, soit porter la lutte là où il faut, non pas dans la réorganisation sans espoir des vies individuelles séparées, mais dans la destruction générale des structures qui imposent ce système de contrepartie. Ce que réalise ou devrait réaliser le procès France Télécom, ce n'est pas tant l'incrimination de quelques individus, il est vrai spécialement dégénérés, mais l'incrimination du monde qui les produit et les laisse faire. Post-scriptum, de Lombard à Macron. Que le sociopathe soit le type néolibéral accompli, la preuve ultime en est donnée, comme toujours, par le sommet de l'édifice. Ce qu'aura été la réaction de Macron aux victimes de la répression inouïe des Gilets jaunes parle pour lui et dit tout. Formidable éloquence du silence. Car la réaction, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction. Littéralement, ça ne lui a rien fait. L'indice sociopathique par excellence. Une morte, 5 mains arrachées, 25 éborgnés, 289 blessures à la tête. Mais rien. La même considération que pour du bois mort. Avec, comme à France Télécom, le même déni. Après des semaines et des semaines, je constate qu'il n'y a eu aucun mort à déplorer du fait des forces de l'ordre. C'est vrai, c'était une femme arabe, ça ne compte pas. Je n'aime pas le terme répression parce qu'il ne correspond pas à la réalité. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit.
Face à des annulations aussi massives de la réalité, n'importe quel psychiatre ferait interner le sujet responsable de ces faits réellement commis et mentalement effacés. Mais dans la sociopathie néolibérale devenue norme, rien de tout ça n'est vraiment sérieux. Le sociopathe peut faire tuer, faire mutiler, et continuer d'arborer le même sourire entre stupide et effrayant, la même éclatante et terrifiante satisfaction de soi. Dans la version pour abrutis, Castaner lui va en boîte pour se relaxer. Dans la version pour violent à sang-froid, le préfet l'allemand jouit du travail bien fait dans le silence de son bureau. Voici les types auxquels les pouvoirs suprêmes ont été remis. Et quand ils ont à commenter en public leur action, on les reconnaît à cette phrase caractéristique entre toutes, devenue comme leur motto. J'assume. Le propre des sociopathes, c'est d'assumer à la face du monde. Je détruis des lieux, je détruis le travail, je détruis des existences, mais j'assume. Il fut un temps où, si le pouvoir était violent, les hommes de pouvoir assumaient un peu moins facilement. Pasqua, dit-on, était resté quelque peu chamboulé de la mort de Malik Oussekine. Pasqua. 30 ans plus tard, Pasqua deviendrait presque une borne témoin de la décence. C'est dire le chemin parcouru entre-temps, un chemin dont le sourire de Macron est le terminus. Quand on parle de gens comme de rien, il est assez logique qu'on finisse par les traiter comme des riens, et par compter leur démolition physique pour rien. De Lombard à Macron, la ligne est droite. Tout ceci suggère de revoir La question humaine, un film de Nicolas Klotz qui déjà, 2007, posait quelques questions aiguës et invitait à penser notre situation dans l'histoire, les réminiscences de l'histoire, jusqu'à la possibilité de ces répétitions, et, par-dessus tout, le risque de ne pas reconnaître certaines constantes profondes au motif que les figures ne sont pas exactement les mêmes, c'est-à-dire de méconnaître jusqu'où peuvent emmener des commencements d'abord trouvés sans importance.
Premier document annexe. Humiliation, dépression, démission. L'offre Triple Play de France Télécom. Article de Bernard Nicolas, publié dans Les Inrecuptibles, le 25 septembre 2010. Un ancien directeur régional raconte le plan machiavélique de l'entreprise pour faire partir 22 000 personnes du groupe sans avoir à les licencier. C'était en 2006. La femme, cadre supérieur chez France Télécom, entre comme une fusée dans le bureau de son supérieur hiérarchique. Je te préviens ici, il n'y a ni micro ni caméra. Je suis mandaté au plus haut niveau pour te dire que tu n'as plus rien à attendre de l'entreprise. On fera tout pour que tu partes. Sinon, on te détruira. Puis elle sort du bureau, laissant son chef, Christian, halluciné. Ce directeur régional de France Télécom, qui dirigeait 13 000 personnes, a longtemps hésité avant de nous raconter ce qui va suivre. Il a 57 ans. Il sait qu'il est le premier responsable à révéler ce qu'il a vu dans son entreprise. Ce qu'il décrit, la mise en pratique au sein du groupe France Télécom Orange d'un management qui fait souffrir les salariés. Ce mois de septembre, 5 d'entre eux se sont encore donné la mort, portant à 58 le total des suicides depuis 3 ans. Christian se souvient du jour, en 2004, où 200 cadres et directeurs se sont retrouvés à Paris dans un amphithéâtre. Didier Lombard, le PDG de l'époque, leur présente le nouveau visage de l'entreprise. Je vous préviens, les choses vont changer. Je viens vous présenter ma nouvelle équipe. Elle va jouer dans un registre que vous ne connaissez pas. Ça va être le bon, la brute et le truand. Le bon, il n'est plus là. La brute, continue-t-il en désignant le numéro 2 du groupe, Louis-Pierre Vénès, c'est lui. Et le truand, pointant du doigt le DRH Olivier Barbereau, le voici. Derrière la blague, Didier Lombard annonce le scénario pour les 3 ans à venir. Faire partir 22 000 personnes du groupe sans avoir à les licencier. Voici la recette. On incitera les salariés à démissionner. On en mutera dans d'autres secteurs de la fonction publique. On signera des congés de fin de carrière. Dans la salle, Christian est bon public. Le rachat d'Orange en 2000 a plombé les comptes. La concurrence est féroce. Pour survivre, il faudra bien réduire les effectifs. Christian sait qu'il va recevoir des directives pour réaliser le projet du PDG. Le plan Next. Quelques jours plus tard, 5 ingénieurs qu'il dirige sont appelés à Paris pour suivre un stage de management. Le jour de leur départ, Christian voit l'un d'eux, Philippe, embrasser son collègue et proche ami Serge. 10 jours plus tard, Philippe revient de son stage. Au premier regard, se remémore Christian, je vois qu'il n'est plus le même. Il me regarde différemment. Il nous regarde tous différemment. Philippe retrouve son ami Serge au déjeuner qui lui demande comment s'est déroulé son stage. Je t'expliquerai les nouvelles règles, répond Philippe. Je passe manager. Tout doit changer. Comment ça, tout doit changer? Tu le verras rapidement. Selon nos patrons, on est trop nombreux ici. Informé de cet échange, Christian convoque Philippe pour une explication. Elle se déroule dans le bureau de Christian, avec sa table en verre, son canapé, sa table basse, un mobilier corporate lisse et froid comme un bar à sushi. Christian harponne Philippe. Tu as dit à Serge qu'on était trop nombreux ici? Ça veut dire quoi? Toi qui es dans la hiérarchie, tu dois connaître, c'est le plan Next. Je fais partie des 4000 qu'on a sélectionnés pour l'appliquer sur le terrain. J'ai un objectif clair. Dans 3 mois, on doit être 10 ingénieurs de moins sur les 30 que nous sommes. Pour virer les 10 ingénieurs, Philippe annonce:
On va leur faire comprendre que l'entreprise est en guerre, et que dans toute guerre, il y a des morts. Et que bouger, accepter le changement, c'est la vie. C'est ce qu'on t'a appris dans le stage, entre autres. Devenu manager, Philippe applique dans son équipe le plan Next. L'open space qu'il anime est tourneboulé comme un cube. Stéphane, invisible ingénieur d'une équipe commerciale, dirige soudain Rodolphe, qui était son supérieur la veille. Et Thierry, un cadre qui refuse la promotion qu'on lui impose, se voit rétrogradé et placé sous l'autorité d'un de ses subalternes. Philippe ordonne, place et déplace les employés. Dans l'open space, on commence à se regarder de travers. Des camps se forment. On se parle moins à la cantine. Dans son bureau, Christian reçoit des appels de sa direction parisienne. On me conseille de fixer des objectifs inatteignables pour pouvoir dire aux collaborateurs « Je suis désolé, mais là, on ne peut plus continuer avec toi. » Peu à peu, des infos lui parviennent des boutiques, des centres d'appel, des open space chamboulés par le plan Next. Ça va mal. Les salariés commencent à faire des dépressions. Des formules comme « au bout du rouleau »,« envie de suicide » remontent jusqu'à lui. Il décide d'alerter Paris et envoie des emails à la DRH du groupe. Christian ne reçoit aucune réponse. Jusqu'à ce matin de 2006 où Simone, membre de son équipe d'encadrement, débarque en trombe dans son bureau pour lui déclarer que sa hiérarchie ne veut plus de lui. À dater de ce jour, des cadres sous les ordres de Christian passent devant lui sans le regarder. Il se demande comment Philippe, bon et solidaire, a pu devenir en 10 jours un manager capable de muter, tel un pion, un collègue avec qui il déjeune à midi. Il imagine de redoutables techniques de lavage de cerveau. Il en parle à Oscar, un cadre de la direction parisienne du groupe qui lui a gardé son amitié. Christian ne peut pas mieux tomber. Oscar a participé au fameux stage où l'on a formé Philippe aux techniques pour mobiliser les employés et leur faire accepter le changement. Un soir, loin des bureaux, Oscar lui donne les fiches pédagogiques qu'il a reçues, comme Philippe, lors de leur stage parisien dans les locaux d'Obi5, une société internationale de coaching en management. Il découvre un curieux schéma, un plan de la bataille d'Angleterre de 1940 qui vante la précision et la force de l'exécution conforme des avions de chasse allemands. Intrigués, nous demandons un rendez-vous à Céline Le Renard, la directrice associée d'Obi5. Ce n'est pas un peu bizarre de comparer les concurrents de France Télécom à des avions allemands ? Vous avez mal compris. On voulait faire ressortir la solidarité qui existait entre les pilotes et les mécaniciens de la Royal Air Force. Pardon, mais ça n'est écrit nulle part. Ce qu'on voit, ce sont des avions de la Luftwaffe bombardant des villes en Angleterre. Oh, alors vous avez mal compris. Des témoins, des employés de France Télécom qui ont participé au stage, racontent une autre histoire. Les formateurs expliquaient que nous étions en guerre. D'abord, on nous montrait l'Angleterre prise en tenaille par les nazis. Ensuite, on nous montrait Orange prise en tenaille par Free, par Bouygues et par Nokia. Nous rencontrons Bruno Diel à Paris. Conseiller en management de l'équipe du PDG de France Télécom jusqu'en 2007, il a écrit en mai 2010 un livre montrant comment, à partir de l'an 2000, un management déshumanisé a plombé l'entreprise. Diel était en relation avec des formateurs qui animaient les stages de management. Il nous décrit des stages efficaces et vivants, concrets, pleins d'exercices pratiques inspirés de la réalité. Par exemple, on proposait aux stagiaires de réduire de moitié les effectifs de leur plateforme. 25 personnes à faire partir. Sur ces 25, l'une avait une mère atteinte d'une maladie grave. Il va la voir chaque jour, et sa mutation doit l'envoyer à plus de 100 km. Exercice. Comment vous y prenez-vous pour le faire partir ? Après quoi, le formateur donnait la réponse. Il faut, disait-il, faire comprendre, avec humanité, l'importance de ce choix.
Soit le collaborateur emmène sa mère avec lui, soit il démissionne pour rester auprès d'elle. Culpabilisé, le collaborateur prendra lui-même la bonne décision: démissionner. Christian découvre un second document. Celui-là prouve que France Télécom savait que ses employés allaient inévitablement perdre leurs repères, puis leur morale. C'est une belle courbe signée Orange et Orga Consultant, une autre société de coaching en management. Elle s'intitule Les phases du deuil. Cet outil devait permettre au manager de comprendre l'état psychique du salarié qui subit une mutation forcée dans une ville éloignée ou dans un autre service. La courbe du deuil définit 6 étapes: l'annonce de la mutation, le refus de comprendre, la résistance, la décompression, la résignation et, pour finir, l'intégration du salarié. Le manager est averti. En phase 3, la résistance, l'employé peut se livrer à des actes de sabotage. Puis en phase 4, la décompression, il va chuter dans le désespoir et la dépression. La légende sous la courbe conseille au manager de faire entendre à son employé dépressif que l'évolution des besoins est à la source du changement. En français, que sa mutation est inévitable. Ces dépressifs programmés, Christian en a repéré plusieurs au sein de la boîte. Ce que les dirigeants n'avaient pas prévu, c'est que 58 d'entre eux, au lieu de se laisser accompagner par leur manager jusqu'en phase 6, celle de l'acceptation du changement, iraient jusqu'au suicide ou à la tentative de suicide. Dans son bureau à Arcueil, Val-de-Marne, nous interrogeons la directrice exécutive adjointe du groupe France Télécom Orange, Delphine Ernotte. Qu'est-ce qu'un outil comme la courbe de deuil vient faire entre les mains d'un manager? Ce qu'on voulait, c'était accompagner au maximum les employés, mais peut-être était-ce maladroit. Vous aviez prévu des dépressions, et c'est écrit dans les documents. Vous auriez pu prévoir que certains allaient craquer, non? Non, on ne l'a pas du tout imaginé. Un matin de 2007, Christian est convoqué place d'Allery à Paris, le siège du groupe. Sur le courrier recommandé, aucun détail sur le motif de la convocation. Une fois sur place, il cogne à la porte du DRH du groupe, Olivier Barbereau, qu'il connaît et qu'il tutoie. Mais Barbereau ne le reçoit pas comme d'habitude. Il le vouvoie. Monsieur, vous deviez vous présenter hier, vous ne l'avez pas fait. Cela nous contraint à engager une procédure disciplinaire, à moins que vous n'acceptiez de signer votre départ de l'entreprise. Christian écoute le DRH, accompagné d'un assistant, lui vanter l'intérêt d'un départ à l'amiable. Au bout de quelques phrases, Christian explose. Je n'imaginais pas que vous étiez capable d'une saloperie pareille. Vous êtes des salauds, mais vous avez gagné. Je veux plus vous voir. Je veux plus travailler avec des gens comme vous. Puis, sur ces mots, Christian signe son départ, quitte l'immeuble en pleurant et prend le chemin d'une autre vie. Après la révélation l'an dernier du scandale des suicides en série, Olivier Barbereau, qui gérait la carrière de 200 000 employés du groupe, a été déplacé au poste de PDG d'une filiale de 750 personnes. Nous n'avons pas réussi à le joindre pour entendre sa réponse au récit de Christian. Mais nous avons pu parler au téléphone à un communicant du groupe France Télécom Orange. Nous l'informons que les Inrock ont recueilli le témoignage d'un de leurs anciens directeurs régionaux et que celui-ci, pour ne pas exposer sa nouvelle carrière, préfère taire son nom dans l'immédiat. Ne connaissant pas ce monsieur, il nous est difficile de répondre à ce qu'il dit avec précision. Des dérives dans la politique d'objectifs? Oui, il y en a eu. Qu'à un endroit ça ait pu exister, c'est possible, mais il ne faut pas généraliser. Cela ne relève d'aucune politique malsaine. Ce mois de septembre, les suicides continuent chez France Télécom. Pour corriger ces erreurs, la direction réforme. Le nouveau PDG, Stéphane Richard, a confirmé la fin des mutations forcées du personnel, le retour à un management plus humain.
On nous assure qu'il n'y a plus de contrat avec Obi5 et Orga Consultant. Ces sociétés de coaching ne formateront plus les managers du groupe avec la bataille d'Angleterre et la courbe de deuil. Deuxième document annexe, lu par Arnaud Romain. Quand le management martyrise les salariés. Par Alain Deneau, professeur au Collège international de philosophie, auteur de Gouvernance, le management totalitaire, publié en 2013 aux éditions Luxe à Montréal. Le monde diplomatique. Analyse. Une lecture distraite des événements pourrait faire passer ce cas d'école pour une affaire isolée. En juin dernier, il a été statué que l'entité France Télécom et son ancien président-directeur général Didier Lombard, de même que ses seconds, messieurs Louis-Pierre Vénès et Olivier Barbereau, comparaîtraient en 2019 pour harcèlement moral. Ils devront répondre des suicides de dizaines d'employés à la fin des années 2000. À l'époque, France Télécom a changé de statut. Depuis 2004, plus de 50% de son capital provient d'investissements privés et tout le secteur des télécommunications est ouvert à la concurrence. L'entreprise entre alors dans une gestion de type gouvernance, notamment en responsabilisant son personnel. Moins employés que partenaires à même l'entreprise, les subalternes apprennent à se rendre pertinents auprès de leurs supérieurs immédiats qui choisissent leurs équipes de travail. Ils doivent atteindre des objectifs irréalistes, développer des méthodes de vente dégradantes, se donner des formations d'appoint, rivaliser pour se caser dans de nouveaux organigrammes, acquérir de nouvelles compétences sous peine d'être laissés sur le carreau. C'est d'ailleurs l'un des buts de la manœuvre. Décourager plus de 20 000 d'entre eux afin qu'ils quittent l'entreprise sans devoir être formellement licenciés. Un propos de M. Lombard devant les cadres de France Télécom le 20 octobre 2006 résume son état d'esprit. « Je ferai les départs, d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. » Et il y est parvenu. Dans La société du mépris de soi, François Chevalier s'étonne de l'efficacité de cette absence d'encadrement du personnel. Les individus soumis à ce flou administratif se laissent convaincre que tout dépend d'eux et qu'ils n'ont donc qu'à s'en prendre à eux-mêmes en cas d'échec. Des gens maltraités ou se vivant comme tels, non seulement ne se rebellent plus contre ceux qui les amoindrissent au point de les détruire, mais semblent leur donner raison en faisant d'eux-mêmes, et rapidement, ce que leurs exécuteurs cherchaient à faire d'eux par des moyens détournés, des déchets. Les méthodes de France Télécom se distinguent peu de celles auxquelles recourent aujourd'hui encore les grandes entreprises. C'est pour mieux y accoutumer la France que, en août 2018, Air France KLM a nommé PDG le Canadien Benjamin Smith, un administrateur féroce avec son personnel. L'État, qui détient 14,3% des actions de la société, a d'autant plus volontiers souscrit à cette décision que le parti présidentiel, La République en marche, a adopté sans réserve le vocabulaire du management, allant jusqu'à se qualifier d'entreprise politique. Le sniper des ressources humaines, rencontré par 2 équipes de journalistes, décrit notamment la méthode du ranking forcé. Son métier consistait à pousser systématiquement vers la porte, sur une base permanente, un certain pourcentage de son personnel jugé moins efficace. Vous les mettez dehors et vous engagez d'autres personnes à leur place. Forcément, si vous faites du bon boulot, vous allez recruter des gens meilleurs qu'eux. Ainsi peut se résumer le mot d'ordre patronal. Mais aussi, il faut régulièrement faire partir des gens, ne pas leur donner de deuxième chance. Quand quelqu'un n'est pas bon, il va rester mauvais toute sa vie.
Les motifs d'exclusion se révèlent rudimentaires ou carrément fictifs. L'attribution ou non de bonus pendant l'année, une vieille bourde sortie de son contexte, tirée des archives, ou un amalgame de faits indépendants les uns des autres. Quand cela ne suffit pas, les menaces fusent. C'est pas la peine de lutter parce que la société sera plus forte que toi. Se qualifiant lui-même de petit chef déviant et toxique, un autre ancien cadre relate que le terme revitaliser appliqué aux entreprises fonctionne tout simplement comme un code qui veut dire virer. Toutes ces prothèses lexicales relèvent d'une novlangue qui terrifie sourdement le personnel et insensibilise les dirigeants. Le management de pointe et son versant politique, la gouvernance, vont au-delà des techniques de division du travail perfectionnées naguère par Frederick Winslow Taylor. Elles œuvrent à la division du sujet, clivé, fragmenté et concassé dans une série de dispositions manuelles, cognitives, morales et psychologiques qui finissent par lui échapper. Celui-ci doit se laisser traverser par des impulsions de travail sans nom orchestrées par une organisation. À l'ère des barbarismes managériaux, les architectures de solutions en intégration fonctionnelle ainsi que la propriété de processus renvoient moins à la gestion d'effectifs qu'à leur digestion. Concrètement, cela revient à pulvériser la conscience du salarié pour le réduire strictement à une série d'organes, d'aptitudes, de fonctions, de rendements. Que l'idéologie impose d'emblée aux demandeurs d'emploi la rédaction de lettres de motivation afin de leur donner la chance de se vendre sur le marché du travail entame déjà leur intégrité. Une fois engagés dans une procédure d'embauche, les voilà soumis à une série d'expériences dont le sens et la portée leur sont étrangers. En les regroupant dans des entrevues collectives, des spécialistes analysent leur langage corporel, identifient leur type psychologique ou relèvent les manifestations de leur inconscient. Dans de telles situations, les postulants ne savent plus ce qu'on leur trouve, ni pourquoi. Ce n'est pas à leur conscience, ni à leur raison qu'on s'adresse. On étudie des dispositions à leur insu. Ils sont plongés dans des simulations sur des thèmes étrangers au travail qui leur sera demandé. Dans une scène du film de Jean-Robert Vialet, La mise à mort du travail, on demande aux candidats de simuler une discussion pour savoir dans quelle ville le groupe partira en vacances. On le comprend a posteriori en assistant à la réunion de délibération des petits chefs observant cette fausse querelle de basse-cour. La méthode vise à sélectionner les médiocres, les suiveurs qui se plieront aux directives sans rechigner et qui seront même prêts à dénoncer leurs collègues pour mieux gravir les échelons. Personne ne s'entendra expliquer formellement les raisons de son embauche, ni celles de son rejet. Une fois les salariés recrutés, il n'est pas rare qu'on les précipite dans le feu roulant du travail en les ayant à peine formés. Ils doivent trouver eux-mêmes les méthodes leur permettant de se réaliser. Non pas faire preuve de créativité, d'initiative ou de responsabilité, contrairement à ce que claironne le discours officiel, mais deviner en leur fort intérieur ce que le régime attend précisément d'eux. Celui-ci ne prend plus la responsabilité de ses propres directives, au plus zélé de comprendre, à coup d'humiliantes séances d'évaluation et d'autocritique. Comme on a résolu d'en faire des partenaires et des associés, plutôt que des employés dont on assume la charge, il leur reviendra parfois de payer leur tenue et certains de leurs outils de travail. Le libéralisme les présente comme des individus autonomes, nouant un lien d'affaires avec l'entreprise, qui devient, dans cette organisation mentale des rapports, un simple contractant. La situation produit des effets psychiques jamais vus auparavant. On n'attend plus seulement que le personnel réprime ses impulsions dans le cadre professionnel, obéissant à l'implicite ou explicite commandement « tais-toi, je te paye ». Ce travail, consistant à garder pour soi ses récriminations, ressentiments, objections et frustrations, ne suffit plus pour le management moderne. Les salariés doivent désormais s'investir positivement dans leur travail. L'autorité ne se satisfait plus qu'ils se laissent enfermer dans des paramètres coercitifs. Ils doivent les épouser frénétiquement et en faire authentiquement un objet de désir. Pensons à cette formation exemplaire, filmée chez Domino's Pizza par les réalisateurs du film « Attention, danger, travail », tout en néologismes et anglicismes managériaux où le chantage affectif fonctionne à plein régime.
Des employés sous-payés doivent désirer farouchement être les numéros 1 de la pizza. Parce que, en tant que numéro 1, on se sent bien. Voilà le franchisé invitant ses prolétaires à se défoncer comme des dingues pour la cause, toujours en insistant sur le fait que les représentants de la société doivent être résolument interchangeables dans leurs méthodes et leurs apparences, qu'ils évoluent à Austin, Paris ou Bielefeld. Marie-Claude Élie Morin a évoqué dans La dictature du bonheur le meurtre d'une employée de l'entreprise d'habillement canadienne Lululemon par une de ses collègues, qui avait tellement dû se conformer aux formations et au discours New Age de la société sur la formation personnelle et les techniques de bien-être qu'elle en est devenue folle. On ne sait même plus ce que l'on fait. Des pharmacologues se tuent à développer des médicaments destinés à des malades imaginaires au fort pouvoir d'achat. Des commerciaux vendent à crédit un mobilier dont n'a pas besoin une vieille dame qui n'a plus toute sa tête. Des pigistes isolés dans leur salon s'affairent à traduire les blocs d'un texte qu'ils ne pourront jamais lire en entier. Dans un magasin, des cadres doivent pratiquer le harcèlement moral pour dégoûter de leur travail des caissières jugées en surnombre par les dirigeants. Des ingénieurs cherchent à programmer la panne que subira un appareil pour motiver son remplacement. La surveillance de l'activité professionnelle par des moyens informatiques, qui gagnent maintenant autant des établissements de santé que des petits cafés de quartier, atomise la moindre opération en une variable susceptible d'être étudiée. Les intéressés sont eux-mêmes pris de court. En témoigne le récit poignant d'un cadre de la SNCF que donne à entendre le documentaire de Jacques Cotta et Pascal Martin dans Le secret du burn-out. Cet homme avait été embauché comme cadre par la société d'État, c'est-à-dire jugé capable de mettre ses aptitudes au service du bien commun. En définitive, il a surtout été chargé de comprimer les ressources, de fusionner les services et de dégager du rendement, exactement comme dans le privé, devenant à sa grande consternation le mal-aimé de la société. La poésie managériale a même forgé une expression pour désigner la capacité des employés à composer avec l'absurdité des situations dans lesquelles ils sont plongés, se montrer tolérants à l'ambiguïté. Des premiers travaux du sociologue Luc Boltanski sur les cadres dans les années 1970 au documentaire cité ici, en passant par Bureaucratie de David Graeber, on comprend que l'absence de directives claires ou l'établissement de règles absurdes et contradictoires permettent aux patrons de ne pas assumer ce qu'ils exigent. Graeber cite le cas d'un grand restaurant. Quoiqu'ignorant de ce qui s'est réellement produit un soir de ratage, le patron descend pour enguirlander le premier venu, le chef d'équipe ou la simple recrue, puis remonte dans ses bureaux. C'est entre subalternes qu'est ensuite élucidée la raison pour laquelle il y a eu faute, à la manière de joueurs d'échecs au terme d'une partie. Il ne reste plus aux dirigeants qu'à isoler le rendement des meilleurs et à les ériger au rang d'exemple pour tous les autres, afin de contraindre chacun à performer. Le milieu professionnel et le droit du travail constituent une gigantesque situation d'exception dans l'ordre de la souveraineté politique. La majorité des droits constitutionnels s'y estompe au profit d'un droit d'un nouvel ordre, celui du travail et du commerce. En vertu des notions de subordination et d'insubordination, la liberté d'expression se retrouve considérablement limitée et celle d'association réduite aux lois sur la syndicalisation. L'initiative réelle est proscrite et le pouvoir de chantage presque absolu. Dans ce huis clos, pouvoir politique et droit d'informer sont quasi absents. Le cas de la vague de suicides chez France Télécom a eu pour particularité d'être plus spectaculaire et dramatique que d'autres. Cela a permis à l'institution judiciaire, dont les concepts sont grossiers en la matière, de qualifier partiellement les faits. Mais qu'en est-il des vies détruites, à petit feu, par nombre de pratiques identiques ?
Troisième document annexe. Quand France Télécom se débarrassait des fruits trop mûrs ou pourris. Article de Dan Israël, publié dans Mediapart le 21 mai 2019. Lors de la 9e journée du procès France Télécom, une médecin du travail, Monique Fraisse-Giulini, a fait le tableau glaçant des effets sur la santé du plan de restructuration à l'œuvre dans l'entreprise entre 2007 et 2009. Les ex-dirigeants minimisent toujours. Elle a lâché le mot à la fin de sa déclaration devant le tribunal correctionnel, lu d'un ton un peu monocorde. Et il a raisonné longuement. Ce cauchemar. C'est par ce terme que, lundi 20 mai, au milieu de la 9e journée d'audience du procès des pratiques managériales à France Télécom, Monique Fraisse-Giulini, médecin du travail à la retraite, a décrit ce que l'entreprise et ce qu'elle employait avaient vécu de 2007 à 2009. Et c'est par le témoignage de cette médecin, après celui de syndicalistes au début du procès, que la souffrance des salariés a fait son irruption dans la salle d'audience. Embauchée en 1994 à la direction régionale de Grenoble après quelques années de vacations, Monique Fraisse-Giulini était placée à un poste d'observation privilégié pour constater les dégâts du plan Next de transformation de France Télécom et des 22 000 suppressions de postes qu'il impliquait. À la barre, elle a raconté comment, durant ces 3 années, tout semble être fait pour déstabiliser les salariés qu'elle suit. Elle les décrit comme malades de constater que des équipes qui fonctionnaient bien sont cassées, mais aussi comme vivant dans la crainte permanente de voir leur poste supprimé. Mobilité forcée, placardisation, déqualification, pression au départ, réorganisation permanente qui fragilise les individus, font exploser les équipes de travail et génèrent beaucoup d'angoisse chez les salariés, énumère froidement la médecin du travail pour décrire les méthodes employées à l'époque. Elle raconte avoir été alertée dès la mi-2007 par l'augmentation des visites médicales demandées par les salariés eux-mêmes. Il s'agit d'un bon indicateur du climat social d'une entreprise. Quand tout va bien, les salariés ne demandent pas à rencontrer le médecin du travail. Entre le début 2007 et la fin 2009, elle constatera une hausse de 45% de ces visites à la demande. Le texte, qu'elle lit posément, sans ralentir et sans hausser la voix, évoque une violence insoutenable, une inhumanité qu'elle n'aurait jamais imaginée dans cette entreprise. Et les exemples affluent. La lettre d'adieu pliée en deux et glissée sous la porte de son cabinet par le jeune Alexandre, qui lui annonce vouloir mettre fin à ses jours parce que c'est trop dur au travail, qu'il n'en peut plus. Monique Fraisse-Giulini l'appelle immédiatement sur son portable. Je crois que si je n'avais pas pu répondre pour une raison ou une autre, il ne serait plus là aujourd'hui, constate-t-elle. Il y a aussi Robert, ce technicien qui s'effondre quand il est muté à un poste de vendeur et qui, en une dizaine de jours, perd tous ses cheveux qui ne repousseront jamais. D'autres frappent les murs, renversent les meubles, tentent d'étrangler leur manager ou errent au hasard, hagards, lorsqu'on leur annonce la suppression de leur poste. La médecin évoque Annie, cette fonctionnaire mère de 3 enfants, poussée par l'entreprise, comme toutes celles dans sa situation, à prendre sa retraite, puisque cela lui était offert par l'État. Malheureusement, elle apprend très tard dans le processus que ce droit au départ ne lui est pas ouvert parce qu'un de ses 3 enfants est mort très jeune. Apprenant qu'elle ne peut plus partir, elle décompense sévèrement. Elle se met à boire, décrit la médecin. Annie restera en arrêt maladie pendant plusieurs années. Il y a encore Georges, ce cadre atteint de la maladie de Charcot, qui ne souhaitait pas en informer sa direction. La médecine du travail avait refusé que son poste soit transféré de Grenoble à Lyon, car cela impliquait 2 heures de transport aller-retour chaque jour, dans le droit fil de la politique de l'entreprise, qui ne pensait qu'à mettre les salariés en mouvement.
Georges a été convoqué par ses chefs et questionné sans relâche pour qu'il explique la décision des médecins. C'était comme au tribunal. Ma responsable voulait savoir ce que j'avais comme maladie, insinuant que je n'avais pas grand-chose et que j'étais allé pleurnicher auprès de la médecine du travail, a confié le cadre à la professionnelle de santé. Année après année, cette dernière a sonné l'alarme dans ses rapports annuels. J'observe des syndromes anxio-dépressifs, certains sévères, des symptômes addictifs, des troubles du sommeil, d'appétit, dont je peux faire le lien avec ce qu'il se passe dans leur travail, indique-t-elle. Quant aux AVC et aux infarctus recensés parmi les employés de France Télécom, j'ai la certitude que la souffrance de certains salariés s'est exprimée ainsi, assure-t-elle. Fin 2009, les 7 médecins du travail de la région Centre-Est rédigent une conclusion commune à leur rapport d'activité. L'impact sur la santé des restructurations a été majeur ces dernières années. Pour un grand nombre de salariés, nous avons assisté à une dégradation de l'estime de soi et à une perte du sens au travail. Le coût psychique est majeur, alerte-t-il, avec très peu d'écho. Du côté de ma direction, c'est le déni. Je m'entends régulièrement dire « Mais docteur, vous les écoutez trop », raconte Monique Fraisse-Giulini. En 2008, lors d'une réunion, elle et plusieurs autres médecins de France Télécom retiennent Olivier Barbereau, alors directeur des ressources humaines de tout le groupe, pour lui dire leur inquiétude. Il ne prend en rien la mesure de ce que nous essayons de lui dire, décrit-elle, expliquant que le haut dirigeant juge que nous, les médecins, c'est bien normal, nous ne voyons que les gens à problème. Sentiment d'impuissance et d'échec pour les médecins. Cette désinvolture se répercute jusqu'en bas de la chaîne hiérarchique. La majorité des responsables des ressources humaines n'a qu'une idée en tête, tenir les objectifs de suppression de postes programmés. Les DRH ne m'écoutent plus, poursuit Monique Fraisse-Giulini. Jusqu'à cette phrase que lui lâche un responsable en 2008, lue dans un silence glacial de la salle d'audience. Lorsqu'on secoue fort un arbre, les fruits trop mûrs ou pourris tombent. Les responsables des ressources humaines qui ne sont pas sur cette ligne se sentent mal, très mal. Une responsable confie avoir menti à la petite équipe de Chambéry, inquiète de son avenir. Alors qu'elle sait qu'ils sont condamnés à brève échéance, elle leur assure que rien n'est encore décidé. Elle a honte d'avoir menti, mais elle me dit qu'elle n'a pas eu le choix. Elle avait peur pour son poste, rapporte encore la médecin. En 2010, sa collègue directe démissionne. Son courrier, envoyé au RH et à la direction régionale, est sans ambiguïté. Son départ est essentiellement motivé par une impossibilité d'exercer son activité de médecin du travail tel qu'il est prévu par la loi, le code du travail et le code de déontologie. Elle fait part d'un sentiment d'impuissance et d'échec, mais aussi de son souci de protéger sa propre santé. En conclusion de ces déclarations, Monique Fraisse-Giulini rappelle qu'il est du devoir du médecin du travail d'alerter les dirigeants en cas de menace massive sur la santé des salariés. Je l'ai fait sans être entendu. Je souhaite l'être aujourd'hui, lance-t-elle. Il est difficile d'évaluer si ces mots calmes et raides ont touché les ex-dirigeants de l'entreprise poursuivie. Mais ils auront assurément atteint leur but au cours de l'audience, car ils ont éclairé d'une toute autre couleur les débats qui les ont précédés ce lundi et le vendredi précédent, les rendant assez dérisoires. Pendant de longues heures, le tribunal, les prévenus, les parties civiles et leurs avocats s'étaient en effet affrontés sur l'exégèse de la fameuse réunion du 20 octobre 2006 à la Maison de la Chimie. Et c'est ce jour-là que France Télécom, devant une association de cadres, a officialisé le crash programme du plan Next. Dans un discours explicite, et alors qu'ils croyaient ne pas être enregistrés, les 3 plus hauts dirigeants de la société annonçaient l'accélération du plan de restructuration. On ne va plus être dans un discours basé sur un volontariat un peu mou, avait lancé le DRH Olivier Barbereau, prévenant qu'il fallait
trouver 1000 départs de plus cette année. Le numéro 2, Louis-Pierre Vénès, évoquait quant à lui un impératif. Faire vite, faire vite, faire vite. Et dans son style inimitable, le président Didier Lombard regrettait que l'entreprise soit une mère poule pour ses salariés et annonçait qu'il ferait les départs d'une façon ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre. Le compte-rendu diffusé par l'association avait été nettoyé des propos les plus problématiques par la secrétaire de l'association, Marie-Claude Marguerite. Elle a expliqué au tribunal avoir supprimé de son plein gré les termes trop polémiques, comme elle le faisait habituellement. Mais sa retranscription mot à mot a été retrouvée durant l'instruction. Et face aux questions précises de la présidente Cécile Louis-Loyant, les 3 ex-dirigeants se sont donc employés à minimiser le caractère guerrier de leur déclaration in extenso. À l'aise, apparemment satisfait de pouvoir se lancer dans de petits exposés sur son rôle de grand patron de l'époque, Didier Lombard balaye toute interprétation qui lui serait défavorable. Bien sûr, il est obligé de revenir sur son expression qui a tant choqué, sur la fenêtre ou la porte. C'est une phrase idiote, je la regrette, surtout si elle a eu des conséquences négatives, assure-t-il, l'assimilant à une gaffe. Comme lors de l'audience précédente, il assure que le chiffre de 22 000 départs en 3 ans n'était pas un objectif en soi, et qu'il s'agissait simplement d'aller vers une structure de personnel convenable 5 ans plus tard. Quant à Louis-Pierre Vénès et Olivier Barbereau, ils ont tous deux cherché à faire passer leurs propos pour de banales phrases de dirigeants, pressés d'assurer le meilleur reclassement possible à des salariés qui allaient perdre leur travail du fait de l'inéluctable progrès technologique. S'il ne se passe rien, je sais que j'aurai rapidement 15 000 personnes sur des chaises vides. Je n'aurai plus rien à leur faire, tente de resituer le premier. Or, mon devoir de patron, c'est de fournir du travail à mes employés. Le second assure qu'il fallait avant tout envoyer les salariés sur le départ vers les espaces développement, censés les accompagner dans leur recherche de poste. Et tant pis si, en interne, ces structures étaient surtout connues comme des espaces dégagement. Mon idée, c'était de convaincre les salariés qu'ils avaient la possibilité de prendre le temps, en faisant un bilan de compétences, en leur proposant des formations, en les faisant participer à l'élaboration de la suite de leur carrière en dehors de l'entreprise, plaide le DRH. Quelques heures plus tard, Yves Montagnon, un cadre tombé en disgrâce fin 2006, lui répondra indirectement à la barre. Évoquant la panoplie des processus déployés pour faire partir les salariés pendant 3 ans, il parlera d'outils managériaux dévoyés, les instruments de cette période de cauchemar.